Bonjour, monsieur Amadou Ourapa. Dites Baouri, simplement, c'est plus Baouri. Baouri, vice-président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, chargé des affaires politiques et des relations extérieures. Merci de nous accorder cette interview en collaboration avec le bureau local de votre parti en Allemagne ce 23 janvier 2011 à l'occasion d'une visite que vous effectuez actuellement à Berlin. Nous vous souhaitons la bienvenue. Merci. Willkommen. Danke. Depuis Sékou Touré, ensuite les militaires avec Conté, c'est la première fois que des élections véritablement démocratiques ont été organisées en Guinée. Qu'est-ce que cela représente pour vous et quelle lecture faites-vous de ces élections? Merci. Votre question est tellement vaste qu'on se pose la question par où commencer. Mais ce que je peux dire, les élections qui ont eu lieu cette année, c'est un aboutissement d'un long processus qui a été engagé depuis vraiment très longtemps. Ce processus avait commencé au lendemain de 1984 et s'est poursuivi pendant le, disons, j'allais dire le règne, bien que ce ne soit pas un royaume, mais pendant la gestion, la gouvernance du général Lansana Conté. À partir de 2000, ou plus exactement 2005-2006, la population guinéenne a réclamé de manière intense le changement démocratique, en descendant dans la rue, en faisant des grèves qui parfois ont duré pendant 3 semaines sur l'ensemble du territoire national. Les contestations sociales ont abouti au bain de sang du 22 janvier 2007. Hier, ça faisait pratiquement 4 années, jour pour jour, que des centaines de jeunes ont été froidement abattus par les forces de l'ordre, les bérets rouges du général Lansana Conté. Il y a eu une première forme de transition qui est intervenue, c'est-à-dire une transition avec Lansana Conté comme président, avec comme premier ministre, chef du gouvernement, M. Lansana Kouyaté, qui pendant 1 an et quelques mois a entamé une expérience qui s'est révélée dans une large mesure pas tout à fait en harmonie avec la volonté de changement du peuple guinéen. Une période de 6 mois avec un gouvernement où pour la première fois des forces de l'opposition ont été représentées dans ce gouvernement avec Ahmed Tidiane Souaré. Ce n'est qu'après le 22 décembre que le général Lansana Conté meurt et qu'une nouvelle junte, le CNDD, prend le pouvoir en faisant des promesses comme quoi ce qui s'est passé ne va plus se répéter. Là aussi, déception, bain de sang, 28 septembre 2009, l'élimination par Toumba de Dadis, le 3 décembre 2009 également, et une autre forme de transition qui, Kahin Kahan, a abouti à l'organisation des 2 tours de l'élection présidentielle. C'est vrai que c'est une élection présidentielle avec une large consultation des populations guinéennes. La population guinéenne a, dans une large mesure, adhéré au processus de consultation par voie électorale. Mais les autorités de la transition, le général Sekouba et le gouvernement qui a été mis en place, malgré le fait que le Premier ministre est issu des forces de l'opposition, disons des forces vives, ceux-là n'ont pas respecté un aspect essentiel des accords de Ouagadougou qui disait que les autorités de la transition devraient rester neutres pour assurer une impartialité et que les consultations reflètent exactement la volonté du peuple guinéen. Cette entorse a amené à des heurts et à des problèmes qui fait que la CENI n'a pas fait correctement son travail et la Cour suprême n'a fait que valider le mauvais travail que la CENI avait fait et M. Alpha Condé est déclaré chef de l'État par défaut, ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré le fait qu'on a accepté qu'il soit chef de l'État,
la légitimité indispensable pour engager les grandes réformes dans un pays comme la Guinée, qui en a tant besoin, fait défaut. Et je dois dire que les problèmes que nous avons connus en Guinée, avec la CENI, avec les questions de Sigiri et de Kouroussa, n'ont été que précurseurs de ce que la Côte d'Ivoire, dans une certaine mesure, a connu également. Donc, aujourd'hui, on a un chef de l'État, mais au lieu que les élections aient résolu les problèmes de la Guinée, les élections présidentielles, malheureusement, ont attisé, ont accentué les clivages qui existent dans la société guinéenne. Et on se pose aujourd'hui la question comment on va s'en sortir dans la stabilité et dans la paix. D'où avez-vous puisé donc vos forces pour valider dans une certaine paix, quand on prend le cas de la Côte d'Ivoire actuellement, les résultats des élections présidentielles après le grand vide qui a suivi le premier tour et où tout le monde a prédit un grand chaos. D'où puisez-vous cette force pour pouvoir quand même en arriver aujourd'hui à l'élection des présidents en Guinée? Il y a l'autre camp, je dois dire, avait préparé le chaos. S'ils ne gagnaient pas les élections ou s'ils ne s'emparaient pas du pouvoir, ils étaient prêts à mettre en place le syndrome kényan. Parce qu'on savait qu'il y avait des forces paramilitaires qui ont été introduites à l'intérieur du pays et les événements que nous avons rencontrés au lendemain de la proclamation des résultats provisoires prouvent que et dans l'armée et dans les forces de l'ordre, des dispositions étaient prises pour réprimer avec armes et à feu les populations. C'est pour cela qu'à l'Abbé, par exemple, il y a eu des personnes qui ont été violées et ces personnes aujourd'hui font l'objet de soins dans une capitale africaine. Des arrestations ont été orchestrées partout et on a instrumentalisé les contradictions ethniques, notamment à Conakry, pour opposer les Soussous et les Peuls. Si on n'avait pas pris acte de l'arrêt de la Cour, alors que le gouvernement et le général Sékouba avaient décrété, disons, l'état d'urgence, et les forces militaires étaient déployées principalement dans les fiefs de l'UFDG, on savait pertinemment que si on n'acceptait pas l'arrêt de la Cour, c'était un bain de sang qui était déjà programmé. Pour éviter, disons, que le sang des innocents soit encore versé et inutilement, nous avions estimé qu'il était mieux pour le pays et pour les populations de prendre acte de l'arrêt de la Cour, même si ça ne nous satisfait pas du tout et qui était en contradiction flagrante avec les réalités dont nous disposions pour sauver les vies. Ce sont les vies qui nous intéressaient le plus. Nous avons estimé vaut mieux reculer pour mieux sauter par la suite. Fort de cette expérience, quel message pourriez-vous lancer à l'endroit des autres pays africains qui sont au nombre de 17 à organiser des élections au cours de cette année et nous donner votre analyse du bicéphalisme actuel en Côte d'Ivoire? La réalité que nous avons rencontrée en Guinée, malgré toutes les bonnes volontés et les efforts qui ont été faits pour que les élections soient transparentes, crédibles, et les bailleurs de fonds ont mis beaucoup d'argent avec des cartes électorales numérisées, tout un processus pour que l'élection reflète dans une certaine mesure une certaine transparence. Une CENI qui regroupe l'ensemble des parties prenantes et une Cour suprême qui n'est pas tout à fait ce qui est conforme à un esprit républicain dans notre pays. Mais ça, c'est une parenthèse. À la réflexion, on se pose la question. La paix est tellement importante qu'il serait dangereux de mettre cela à la disposition de quelques structures, CENI ou une Cour suprême qui est inféodée au pouvoir en place. Personnellement, je me dis, est-ce qu'il ne faut pas envisager, disons, des structures supranationales
pour qu'elle puisse avoir le poids nécessaire pour imposer la légalité et le droit à chaque pouvoir qui devra organiser des élections. Et je me dis qu'en Guinée, si on avait cela, s'il y avait un autre recours externe à la Guinée, on serait allé vers ce recours, mais après la Cour suprême, il n'y a plus de recours. Et c'est dans cette disposition, comme l'Europe, que je me dis qu'il faudrait envisager au niveau régional, par exemple au niveau de la CEDEAO, qu'il y ait des structures qui pourraient se charger de superviser l'organisation des élections et la validation des élections pour l'ensemble des pays de la zone. Ce ne sera plus une Cour suprême ivoirienne qui va statuer sur l'élection en Côte d'Ivoire, mais ce sera une Cour avec une autorité, avec, disons, une neutralité et qui pourrait permettre de sauver la paix et de faire en sorte que la stabilité permette aux pays africains d'aller dans le sens du développement. Si vous voyez bien, toutes les guerres civiles que nous avons connues, ce sont des élections mal organisées ou des pouvoirs qui ne veulent pas respecter la volonté de la majorité de la population, soit en trichant de manière flagrante, soit en manipulant la structure susceptible ou indiquée pour valider ces élections. Donc c'est une réflexion, et cette réflexion, je pense qu'elle est, disons, actuelle, parce que nos efforts pour le développement, nos efforts pour lutter contre la pauvreté ne peuvent pas être tant qu'on n'a pas la paix et la stabilité indispensable. Et s'il y a des structures fortes, supranationales, qui puissent assurer la neutralité, il va de soi que nous aurons plus de crédit avec l'extérieur et nos populations se feront beaucoup plus attention et se sentiront plus à l'aise dans un, disons, dans un espace démocratique. Pour la Côte d'Ivoire, je pense qu'il y a des moments, comme nous l'avons fait en Guinée, il y a des moments où il faut perdre pour gagner plus tard. Rien ne vaut un pays stable. Pendant plus de 10 ans, le pays qui était la locomotive est embourbé dans une crise qui n'en finit pas. Nous souhaitons vraiment que les Ivoiriens parviennent à retrouver la raison pour remettre leur pays dans une voie qui permette à tous les Ivoiriens de se sentir en sécurité dans un espace politique stabilisé pour que les institutions ivoiriennes reprennent de la force et qu'on puisse aller de l'avant. Je vous remercie infiniment. Merci.